avec le 7 octobre, on a franchi un cap, férocité, sadisme, des femmes violées, puis tuées d'une balle en plein visage ou éventrées, des vieillards, des enfants, 1200 victimes, 250 otages, et tous attaqués, très clairement, en tant que juifs. Alain Finkielkraut, que faisiez-vous le 7 octobre 2023? Le 7 octobre, j'étais dans le train qui me ramenait d'Aix-en-Provence, où la veille, j'avais fait une conférence. Donc, la première alerte, je l'ai reçue dans le train, mais je ne savais pas grand-chose. On parlait de quelques morts, enfin, c'était... Donc, rentré chez moi, je me suis précipité devant mon écran de télévision et j'ai peu à peu compris toute l'horreur de ce qui venait de se passer et qui ne se compare à rien dans l'histoire d'Israël. C'est une histoire pourtant émaillée de violence et d'attentats. Attentats dans les autobus. Je connaissais une famille en Israël et le père de famille me disait qu'il demandait à ses enfants, quand ils rentraient de l'école, de ne pas prendre le même bus. À la limite, pour qu'ils ne meurent pas tous les deux. C'est une chose inconcevable pour nous dans notre sécurité française. Les Israéliens étaient acclimatés à l'atrocité. Mais avec le 7 octobre, on a franchi un cap, férocité, sadisme, des femmes violées, puis tuées d'une balle en plein visage ou éventrées, des vieillards, des enfants, 1200 victimes, 250 otages, et tous attaqués, très clairement, en tant que juifs. C'est-à-dire, ce n'était pas une action terroriste contre un État, c'était la mise en œuvre d'une volonté génocidaire adressée à un peuple. Vous, les Juifs, vous n'avez rien à faire sur cette terre, et nous vous le faisons savoir. Et en outre, ce que j'ai appris très vite, et d'ailleurs parce que j'ai vu quelques-unes de ces images, c'est que les combattants, les miliciens du Hamas avaient filmé leurs exploits. Les nazis, ils avaient dissimulé la sonde finale. Eux, ils ont exhibé leur massacre. Ils en étaient fiers. Et ils voulaient communiquer tout ça au reste du monde. Et un certain nombre, et des foules arabes, se sont gargarisés de ces images. C'est un traumatisme pour tous les Juifs, et ce devrait être un traumatisme pour le monde entier. L'Occident a-t-il saisi, selon vous, le sens de ce massacre, ou sommes-nous encore dans ce masochisme occidental que dénonçait déjà Octavio Paz en 1980 ? Ce pogrom n'a pas été laissé sans réponse par Israël. Et maintenant, la guerre à Gaza efface peu à peu le 7 octobre, puisque dans une grande partie de l'opinion, ce qui prévaut, c'est la logique comptable. 1200 morts, 5000 blessés, des otages, peut-être. Mais combien de morts à Gaza ? Et parmi ces morts, combien de civils ? Et parmi ces civils, combien de femmes, combien d'enfants ? Voilà ce qui prévaut dans une très grande partie de l'opinion, ce qui fait qu'on est presque gêné aujourd'hui de commémorer le 7 octobre et qu'Israël est mis au banc des accusés par
une partie importante de l'opinion occidentale et par tous les pays du Sud et par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est, si vous voulez, en quelque sorte, le porte-voix de Rima Hassan à New York. Dans vos précédents entretiens, vous avez tenu à faire la différence entre les attaques du Hamas et la riposte de Tsahal. Expliquez-nous. Israël répond à ce pogrom, parce que c'en est fini, en effet, de la pacifité juive. Avant, il y avait des pogroms, il ne s'est suivi pas rien. Maintenant, il y a une armée. Et donc on répond, avec la volonté de réduire à néant la force militaire du Hamas. Mais les Israéliens font ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles pour éviter les victimes civiles. Les Israéliens préviennent de l'imminence de leur bombardement et malheureusement, le Hamas cache ses stocks d'armes dans des écoles, dans des hôpitaux et tire aussi depuis des habitations civiles. Donc c'est une situation terrible. Mais l'idée qu'Israël perpètre un génocide à Gaza est absurde. Aucun convoi d'aide humanitaire n'était acheminé à Treblinka ou à Auschwitz. Il n'y a pas une campagne de vaccination au ghetto de Varsovie. Reste que le nombre des victimes à Gaza nous interpelle. Et que je pense qu'aujourd'hui, cette guerre devrait cesser. Que les Israéliens sont venus à bout de la force militaire du Hamas. Donc, j'attendrai un geste dans ce sens. Et d'un autre côté, toujours le va-et-vient, un attentat a eu lieu à Tel Aviv, il y a quelques jours, 7 morts dans un tramway, et la branche armée du Hamas a revendiqué cet attentat. C'est quand même incroyable, je veux dire. Et le Hamas dit aussi que la protection des civils n'est pas de leur ressort. Elle est du ressort des agences de l'ONU. Et le Hamas réserve ces tunnels à ses otages et à ses combattants. Donc, c'est une situation terrible. Le cynisme du Hamas est absolument sans limite. Vous êtes toutefois sévère sur Netanyahou, dont vous dites qu'il sabote consciencieusement toutes les solutions. Je pense en effet que Netanyahou n'a aucune stratégie pour l'après et que ses ministres extrémistes poursuivent, eux, un objectif très précis. Vider Gaza autant que faire se peut et la Judée-Samarie de la population arabe ou d'un maximum de Palestiniens. Et ils disent d'ailleurs, très tranquillement, que le transfert de population est une constante de l'histoire humaine. C'est vrai. Et Netanyahou, c'est lier les mains. Il est l'otage, je ne suis pas le premier à le dire, de ces jusqu'au-boutistes, parce que s'ils s'écartent de leur projet, ils risquent de quitter la coalition. Et à ce moment-là, on irait vers de nouvelles élections. Et ce que Benjamin Netanyahou ne veut absolument pas voir arriver. Donc effectivement, penser que Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont la haute main sur le destin des Israéliens et des Palestiniens a de quoi me faire frémir. En France, la réponse politique a-t-elle été à la hauteur de cette tragédie ? Ça dépend. La réponse politique de la gauche, non seulement n'est pas à la hauteur, mais elle est franchement ignoble. La gauche
sous l'égide ou sous le joug de la France insoumise, a choisi non seulement les Palestiniens, mais le Hamas. Du côté des autres personnalités politiques, les choses sont différentes. Mais nos responsables ne sont pas tout à fait à la hauteur parce qu'ils mettent dans le même sac le racisme et l'antisémitisme. Ils veulent le combattre ensemble. Or, premièrement, des victimes éventuelles du racisme fournissent le gros contingent des antisémites d'aujourd'hui. Et deuxièmement, l'antisémitisme n'est plus un racisme. Il ne l'a pas toujours été, et depuis la chute du Troisième Reich, il a définitivement cessé de l'être. Il revêt maintenant l'habit sans tache de l'antiracisme. Le sionisme est une forme de racisme, dit-on, dans toute une partie de la gauche, et au-delà de la gauche, chez des hommes politiques bien sous tout rapport, comme Dominique de Villepin, et ce que beaucoup de gens traduisent en mettant un trait d'union entre l'étoile de David et la croix gammée. Et les Juifs sont comptables du racisme d'Israël. Donc, une haine est aujourd'hui à l'œuvre, qui est immaculée, qui est pure, qui est morale, qui est humaniste, et qui peut donc tranquillement se donner libre cours.